Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, aux États-Unis, le shutdown se poursuit dans l'indifférence générale, ou en tout cas dans l'indifférence de la Maison-Blanche. Le président Trump est occupé en Asie cette semaine, mais l'actualité intérieure ne va pas tarder à revenir sur les radars trumpiens, puisqu'un certain nombre d'élections vont avoir lieu mardi prochain, le 4 novembre. On va beaucoup parler notamment de l'élection du maire de New York, ce candidat d'origine indienne et très à gauche, Zohran Mamdani, qui semble très bien parti pour l'emporter. Alors, Mamdani arrive avec un discours nettement pro-palestinien, des propositions telles que la gratuité des transports en commun, des positions qui, dans le contexte américain, sentent le soufre. On voudrait en savoir plus sur ce personnage relativement nouveau, comment se fait-il qu'il puisse être élu, pourquoi en est-on si certain, et puis on voudrait aussi vous entendre sur les autres résultats électoraux notables qu'on attend mardi prochain. Oui, alors ce ne seront pas encore les élections de mi-mandat, ça c'est l'année prochaine, en novembre 2026, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, le premier mardi de novembre est chaque année le jour où se concentre l'essentiel des élections du pays. Ça concerne de très nombreux postes élus à tous les niveaux dans les États, les conseils des écoles, les shérifs, les juges, les assemblées législatives des États et jusqu'aux gouverneurs, sans oublier les référendums. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir suivre concrètement sur ces élections de 2025 ? Oui, donc la semaine prochaine. Eh bien, il y aura la mairie de New York, vous en avez parlé, mais aussi les mairies de Atlanta, Albuquerque ou Cleveland, les gouvernorats de Virginie et du New Jersey, avec, dans les deux cas, des candidates démocrates centristes en très bonne position dans les deux États. On en reparlera si elles gagnent, parce que ce sera peut-être des visages importants pour le Parti démocrate dans les années qui viennent. Et puis, on a mentionné les référendums. Il y en a 24 qui vont être proposés aux électeurs la semaine prochaine à travers tout le pays. Enfin, ils sont concentrés dans 6 États. Mais alors, sur quoi portent ces référendums ? Eh bien, sur tout un tas de choses, mais on va faire un gros plan sur la proposition 50, qui est un référendum proposé en Californie. Une petite note au passage, la Californie a une tradition de démocratie directe depuis plus de 100 ans, et donc chaque année, il y a beaucoup de référendums qui sont soumis aux électeurs californiens. C'est quoi cette proposition 50 ? Son vrai nom, c'est le Election Rigging Response Act, la réponse à la fraude électorale. Vous allez adorer parce que c'est une histoire de gerrymandering. Notre sujet favori. Comme vous le savez, Trump a encouragé ces derniers mois les États républicains à redécouper leurs circonscriptions électorales pour avantager les républicains, donc l'année prochaine en 2026, dans les élections à la Chambre des représentants. Parce que ces circonscriptions sont celles où les représentants sont élus dans chaque État. Normalement, ces redécoupages sont opérés tous les 10 ans à la suite du recensement décennal, donc c'est en début de décennie. Mais comme dans les États républicains, ce redécoupage dépend des législatures d'États qui sont républicaines, puisqu'on parle des États républicains, eh bien, ça a été fait sans aucun problème ces derniers mois dans le Texas, dans le Missouri et en Caroline du Nord. Et ça, c'est de la manipulation électorale ? Ben oui, complètement, parce que les redécoupages dans les 3 États que j'ai cités devraient rapporter jusqu'à 7 sièges supplémentaires aux républicains à la Chambre des représentants l'année prochaine. Et donc la Californie veut en faire autant, veut rendre la monnaie de sa pièce au Parti républicain ? Absolument, il y a eu un gros débat là-dessus. Est-ce que les démocrates doivent respecter les institutions et les normes et donc se faire plumer, ou est-ce qu'ils doivent rentrer dans la bataille en utilisant les mêmes armes un peu douteuses qu'emploie le camp trumpiste ? Eh bien, le gouverneur Newsom a décidé de prendre cette deuxième solution et propose maintenant un redécoupage en Californie. Mais il y a un problème, c'est que, comme beaucoup d'États démocrates, la Californie a passé dans les années récentes une réforme très démocratique qui confie le redécoupage décennal des circonscriptions non plus à la législature de l'État, mais à une commission indépendante, en l'occurrence bipartisane. En Californie, ils ont fait ça en 2010 et depuis, ils ne peuvent plus redécouper comme ils veulent. D'où le référendum, proposition 50, qui vise à autoriser un redécoupage maintenant, en milieu de décennie, dans cet État. Et ça pourrait rapporter combien de sièges aux démocrates ? Eh bien, en Californie, qui est l'État avec le plus de sièges à la Chambre des représentants, il y en a 52, parce que c'est l'État le plus peuplé, ça pourrait rapporter jusqu'à 5 sièges supplémentaires pour les démocrates. Et ça va marcher ? Probablement, parce que les sondages aujourd'hui en Californie indiquent 60% d'acceptation de cette proposition 50. Mais les choses sont quand même un petit peu tendues parce que Trump a annoncé
qu'il allait envoyer des observateurs fédéraux, en l'occurrence du département de la justice à Washington, pour surveiller le bon déroulé des élections de la semaine prochaine. Les démocrates de Californie crient à l'intimidation et le ministre de la Justice de Californie, qui s'appelle Rob Bonta, a annoncé lundi dernier, le 27 octobre, que la Californie allait elle-même déployer des observateurs d'État là où sont les observateurs fédéraux. C'est vraiment une escalade très inquiétante. Oui, alors ce qui se passe en Californie est effectivement très préoccupant et assez mal vu d'Europe, donc merci pour ce développement. Mais revenons sur ce qui est assez commenté en Europe, en revanche, qui sont les élections qui arrivent à New York, et ce fameux candidat démocrate, Zoran Mamdani. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur lui ? Oui, alors c'est un homme qui a 34 ans. Il est né à Kampala, en Ouganda, de parents indiens, musulmans chiites en l'occurrence. Il est arrivé aux États-Unis à l'âge de 7 ans, lorsque son père a obtenu un poste de professeur à Columbia, professeur d'études postcoloniales. Sa mère est très connue parce que c'est la cinéaste Mira Nair, qui a réalisé pas mal de films, et notamment, en 1988, Salam Bombay. Dont on se souvient tous, oui, bien sûr. Il faut donc conclure que Zoran Mamdani est certes un immigré aux États-Unis, mais pas du tout dans la misère. Il fait partie d'une diaspora très prestigieuse, très cultivée et très politisée. Lors de ses études, Mamdani a par exemple créé une branche de l'organisation Students for Justice in Palestine, c'était il y a 10-15 ans. Donc j'imagine d'obédience pro-palestinienne. Ah ben, tout à fait. Par la suite, il se rapproche du DSA, qui est le Parti Democratic Socialist of America, qui est un parti très à gauche, le parti de Bernie Sanders. Oui, il faut bien faire comprendre à nos auditeurs que le mot socialiste aux États-Unis, c'est comme le mot libéral. C'est des mots qui ont des significations très différentes de celles qu'on leur donne en France. Socialiste, c'est vraiment très à gauche. Bernie Sanders est très à gauche, il est beaucoup plus assimilable à des positions qui sont proches de celles de LFI en France, si vous voulez, qu'à des positions qui seraient celles du Parti socialiste tel que nous l'entendons. Revenons à Mamdani. En 2020, il a été élu à l'Assemblée législative de l'État de New York. Il est donc très actif en politique, très impliqué. Il n'a pas hésité, ça c'est un de ses faits d'armes, à participer à une grève de la faim aux côtés des chauffeurs de taxi en 2021 pour réclamer de meilleures conditions pour cette profession. D'accord, donc on a affaire à un profil très gauche radical. Mais comment se retrouve-t-il dans la course pour la mairie de New York ? Eh bien, avec la première surprise de la campagne pour la mairie de New York, la victoire totalement inattendue de Mamdani sur Andrew Cuomo lors des primaires démocrates, c'était en juin dernier. Mamdani l'a emporté avec 56% des suffrages contre 43%, donc c'était les suffrages des démocrates new-yorkais, évidemment. Pourquoi a-t-il gagné ? Parce que, tout simplement, Mamdani a fait une vraie campagne. Il était extrêmement présent et incisif sur les réseaux sociaux. Et par ailleurs, on estime que plus de 10 000 volontaires ont frappé à 1 million de portes dans la ville pour exposer le programme. Pendant ce temps-là, en face de lui, on avait Andrew Cuomo, 67 ans, gouverneur jusqu'en 2021, qui a dû démissionner à la suite de nombreuses plaintes pour comportement inapproprié, je mets des guillemets, pour corruption aussi. Donc ça, c'était en 2021. Comme aucune affaire n'a évolué, il a lancé son grand retour en politique en avril dernier avec cette campagne pour la mairie de New York, mais il a fait campagne depuis sa limousine. Ça, c'est ce que raconte un article très savoureux du New Yorker. Et donc, ça n'a pas marché du tout. Mais pour vous dire à quel point Cuomo est accroché, dans la campagne générale aujourd'hui, il est revenu en indépendant, puisqu'il avait raté la primaire démocrate. Il affronte donc, dans le scrutin de la semaine prochaine, Mamdani et plein d'autres candidats, au premier rang desquels Curtis Sliwa, candidat républicain qui n'a aucune chance. Oui, j'imagine que ça fait les affaires de Mamdani, puisque ça divise le camp de ses opposants. Mais venons-en maintenant au fond. Quelles sont les mesures que Mamdani propose ? Eh bien, le cœur du projet de Mamdani, c'est de maintenir la possibilité pour les classes moyennes, classes ouvrières new-yorkaises, à habiter dans la ville, alors qu'on sait très bien que les prix sont absolument stratosphériques. Donc, je vous cite l'essentiel de ces mesures. Geler véritablement les loyers stabilisés de la ville, ceux qui sont destinés donc aux habitants les plus modestes, créer un système de bus gratuit et plus rapide avec des voies dédiées dans la ville, bon, ça ne concerne pas le métro, créer, attention, un service de garde gratuit pour les enfants entre 6 semaines et 5 mois,
améliorer les programmes de santé mentale, revoir la fiscalité au détriment des plus riches. Et puis 2 mesures sur lesquelles je voudrais m'arrêter. La première mesure concerne la sécurité. On sait que la criminalité a beaucoup augmenté à New York depuis le Covid, mais Mamdani ne peut pas vraiment s'avancer sur ce terrain s'il veut conserver son image de candidat de gauche. Il a donc inventé le terme de département de la sécurité communautaire. Il créerait donc ce département s'il est élu, pour bien montrer qu'il ne s'agira pas pour la police de faire du profilage ethnique. On va faire de la sécurité, mais de manière inclusive. Et puis enfin, il veut créer des épiceries municipales gérées par le public, pas par le privé, dans les déserts alimentaires. Les déserts alimentaires, ce sont ces zones qui sont très nombreuses aux États-Unis, où habitent les populations les plus vulnérables et où il n'y a plus aucun magasin d'alimentation normal. Il y a éventuellement une station-service qui propose de la malbouffe. Oui, sécurité communautaire, des épiceries publiques, ça sent le communisme à plein nez quasiment pour les États-Unis. Oui, mais attention, parce que même si Mamdani est élu la semaine prochaine, la réalisation de toutes ces mesures n'est pas évidente parce que beaucoup d'entre elles ne dépendent pas seulement de la mairie de New York, mais aussi de l'État. Et donc là, il y a la gouverneure Kathy Hochul, une démocrate centriste qui a succédé à Cuomo en 2021, qui ne sera probablement pas complètement d'accord pour tout appliquer. Mais l'autre éléphant dans la pièce, c'est quand même les positions pro-palestiniennes de Mamdani. C'est à New York, comment ça passe ça ? Alors oui, il est très pro-palestinien et très critique d'Israël. On peut mentionner son héritage religieux musulman chiite qui le rend peut-être plus sympathique à la cause palestinienne, mais je voudrais surtout pointer son héritage intellectuel. On l'a dit tout à l'heure, le père de Mamdani est l'un des plus grands spécialistes de la théorie postcoloniale aux États-Unis. C'était un proche d'Edward Said, ce grand penseur d'origine palestinienne chrétienne qui a écrit ce livre sur l'orientalisme. C'est le fondateur de la notion de pensée postcoloniale, cette pensée qui redonne leur histoire et leur culture aux peuples qui ont été colonisés par, en gros, les Européens. Et donc, Mamdani s'inscrit dans une lecture coloniale de ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Alors, on est d'accord ou pas, il a montré quand même un certain courage parce qu'il n'a pas varié là-dessus depuis le début, malgré les très nombreuses attaques et la possibilité tout à fait réelle pour lui de perdre une bonne partie de ses électeurs à New York. Je parle évidemment des Juifs démocrates. Malgré ça, on le donne comme gagnant des élections. Alors, comment est-ce qu'il va s'intégrer dans la scène politique nationale américaine ? Alors, ce qui est évident, c'est que s'il est élu, il deviendra une punching ball absolument idéale pour Trump dans ses attaques contre les démocrates. L'ancien maire de la ville de New York, Rudolph Giuliani, qui est républicain, l'a déjà traité de, j'ouvre les guillemets, croisement d'extrémistes islamiques et de communistes. On a tout dit, je pense que Trump sera sur cette ligne et les démocrates centristes seront assez gênés, je pense. Oui, enfin, Trump a déjà déclaré que si Mamdani mettait en œuvre sa politique et en particulier s'opposait aux rafles d'immigrés illégaux, à ce moment-là, l'administration Trump l'arrêterait, je cite, « Nous n'allons clairement pas vers un apaisement de la politique américaine et nous suivrons ça, comme d'habitude, avec vous, Laurence, et avec vos lumières. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. » Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.